Ce dont j'avais envie de vous parler, en fait, c'est que très souvent, quand on regarde un petit peu au niveau de la veille, on a ce genre d'articles qui pop assez fréquemment. Software craftsmanship is not software engineering. Hacker, artist, craftsman or engineer. Software engineer versus code artist. Et sincèrement, si vous tapez ces quelques mots, vous allez vraiment avoir une quantité assez débile d'articles qui effectivement se posent cette question de le développeur, est-ce que c'est un ingénieur ou pas, finalement. C'est un peu ces deux visions qu'on a tendance à retrouver sur cette question. Et il y a un point en fait, que j'ai trouvé très intéressant dans une conférence dont je parlerai à la fin, où en fait, tout simplement, il dit peut-être que le problème, c'est pas tant cette question de savoir si on est des ingénieurs ou pas, mais peut-être que le problème d'origine, en fait, c'est juste de savoir ce qu'est un ingénieur de base. Parce qu'il y a un peu un problème, en fait, dans notre industrie, c'est qu'on est un champ d'ingénierie assez nouveau, et on en reparlera après, avec une histoire qui est assez inhabituelle pour, justement, de l'ingénierie en tant que telle. Moi, j'aime beaucoup cette définition, qui vient d'un bouquin qui s'appelle Definition of the Engineering Method. C'est un vieux bouquin. Et effectivement, il l'explicite comme ça. La méthode pour l'ingénierie est l'utilisation d'heuristiques pour provoquer les meilleurs changements dans une situation qui est mal comprise ou incertaine avec les ressources disponibles. Et donc là, tout de suite, on sent que ce n'est pas une définition qui colle souvent à ce qu'on a en tête quand on parle d'ingénierie logicielle. Parce que quand on interroge des gens en fait, sur cette question de ce qu'ils considèrent être l'ingénierie logicielle, très souvent pour eux, ça veut dire avoir un processus extrêmement formalisé où on passe finalement en fait, de requirement du client jusqu'à un développement et une situation de test, etc. Et on voit bien que là, dans cette définition ici, on ne va pas du tout retrouver ces éléments qui en fait ont presque plus attrait à la gestion de projet dans la vision classique que l'on a de l'ingénierie, et pas finalement en fait à la production en tant que telle. Donc c'est un peu cette idée-là que je vais développer avec vous pendant les 40 prochaines minutes. Moi je m'appelle Arnaud Lemaire, sur Twitter je suis @lilobase et je bosse pour un système d'exchange financier qui s'appelle LGO.group. Alors, quand je disais en fait que notre domaine d'ingénierie est assez particulier, c'est que c'est Glenn Vanderbrug qui l'explique très très bien justement dans une de ses conférences. En théorie, l'ingénierie, en fait, ça a toujours été ça. Ça a été en fait des gens qui sont sur le terrain, qui font des trucs, et qui passent en fait ces faits au domaine académique, et le domaine académique utilise ces faits pour effectivement essayer d'y mettre, on va dire, des équations et une méthode. Dans notre champ, ce qui est assez spécial, c'est qu'on a fait le chemin inverse. C'est qu'en fait, il y a des mecs du monde de l'académie qui ont dit, en fait, c'est comme ça qu'on va faire du software. Et le terrain, ça fait à peu près 40 ans maintenant qu'il dit, ça ne marche pas. Et cette boucle-là, elle ne remonte absolument pas, en fait. Donc, en fait, on avance avec un champ d'ingénierie qui, au lieu d'être drivé par le terrain, est drivé par de l'académique. Et ça, c'est quelque chose de très, très étonnant, en fait, quand on regarde les disciplines en termes d'ingénierie. Parce que si vous regardez en fait, les grandes disciplines d'ingénierie, que ce soit l'avionique, que ce soit le civil, à chaque fois, vous avez des mecs en fait, qui font tenir des trucs, on ne comprend pas pourquoi. Et ensuite, on a effectivement le champ académique qui est capable d'expliquer pourquoi ça tenait. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est ce qui se passe. On en parlera un peu après. Mais cette vision fantasmée en fait, de l'ingénierie comme étant un process formel, formalisé et prédictif, et en fait une vision de l'esprit que notre industrie s'est imposée à elle-même. Quand on parle d'ingénierie, j'aime beaucoup en fait, cette explication en fait, finalement, de ce qu'est l'ingénierie en tant que telle. Et en fait, c'est vraiment cette question de passer d'un domaine qu'on appelle le domaine du problème à un domaine de solution. Le domaine du problème, c'est là où on va trouver des choses comme qu'est-ce qu'il faut faire en tant que tel, quel est l'objectif, quel est le problème métier, le problème industriel que l'on peut avoir, dans quel contexte ce problème se trouve, et dans quel environnement la solution va devoir être exécutée. Voilà. Ça, c'est le domaine du problème. C'est là où se trouve effectivement ce que le client, généralement, souhaite obtenir.
Et en face, on a ce qu'on appelle l'espace de solution. Et c'est ici qu'on va venir voir apparaître des choses comme effectivement le design en tant que tel d'une solution, la construction de cette solution et ensuite l'opérationnel de cette solution, c'est-à-dire son exécution dans le temps. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que ici, ce que j'ai mis sous forme de engineering, généralement, on peut en fait le voir comme étant tout simplement ce que l'on appelle développement. Et c'est vraiment en fait cette définition moi, que je garde en fait, quand je parle du métier de développeur et d'ailleurs du métier d'ingénieur. Ce sont des gens qui sont capables effectivement de passer du domaine de problématique au domaine de solution. Et c'est quelque chose en fait d'assez important parce que malheureusement, c'est absolument pas naturel dans énormément d'équipes et pour énormément de développeurs. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, voici une image de la ville de Paris. Voilà, ça c'est une photo aérienne de la ville de Paris. Et voici une autre image de la ville de Paris. Sauf que cette fois-ci, en fait, c'est le réseau de métro. Et puis voici encore une autre image de la ville de Paris. Ça, c'est la densité routière sur la capitale. Et enfin, voici encore une autre présentation de la ville de Paris. Là, on a la densité de population par carré de 200 mètres. Le problème, en fait, très souvent qu'on a, c'est qu'on va considérer un petit peu ces modèles en disant que c'est des modèles de Paris, alors que justement, il y a cette différence fondamentale qui existe entre les deux, qui est qu'en fait, tous ces éléments-là ont été construits pour répondre à une problématique donnée. Ils ont été construits pour apporter une solution. Et là aussi, c'est important de bien comprendre que le problème, l'espace du problème peut être commun, et les solutions peuvent être très différentes en fonction de ce que l'on cherche à avoir comme information et comme prise de décision à la fin. Et le vrai problème, en fait, qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de développeurs en fait, qui s'amusent à rester dans cette partie-là, et en fait, ça reviendrait à essayer de construire la carte de densité de population à partir d'une carte de métro. Et quand on le voit comme ça, en fait, ça paraît complètement débile. Et malheureusement, en fait, c'est ce que l'on observe dans énormément d'équipes et de projets. Et ce que je préfère, c'est justement en fait, quand on est dans des situations de legacy. Une situation de legacy, en gros, ce serait l'équivalent de dire notre carte de métro, elle n'est pas vraiment à jour. Voire elle est complètement fausse. Et donc là, on a toutes les équipes qui vont s'amuser à repartir de leur carte de métro qui est déjà fausse pour essayer d'en faire une meilleure. Et là, on comprend bien à quel point l'exercice est vain, en fait. Il n'y a aucune chance que ça marche. Et c'est pour ça, en fait, que lorsque j'arrive sur des projets où il y a des problématiques de legacy, la première chose que je demande aux équipes de faire, c'est justement de retourner dans cet espace du problème, de retourner prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont, et de repartir de cet espace du problème pour pouvoir designer leur nouvelle solution. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne doit pas prendre en compte ce que l'on avait déjà fait, histoire d'avoir un historique et potentiellement éviter de refaire les mêmes erreurs deux fois, mais se baser uniquement sur l'espace de solution pour construire une nouvelle solution, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. C'est pour ça que j'aime beaucoup en fait, cette quote de Box George dans Empirical Model Building and Response, qui dit « Essentially, all models are wrong, but some are useful ». Et en fait, pourquoi en fait, tous les modèles sont faux? C'est parce qu'en fait, tous les modèles sont des simplifications de la réalité. Et donc, à partir du moment où on a une simplification de la réalité, ça peut être une simplification qui est utile dans un cas donné, mais ça veut bien dire qu'on a déjà perdu énormément d'informations par rapport à ce qu'est, en fait, l'environnement dans lequel on va devoir construire cette solution. Et puis, généralement, le vrai problème, c'est que quand on a une relation en fait, client-fournisseur, le client, ce qu'il adore, c'est venir avec ce genre de choses. C'est-à-dire non seulement quelque chose qui vient déjà du domaine de solution, en vous disant c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais en plus, généralement, avec un modèle qui est passablement pourri, inadapté et souvent plus à jour. Ça, c'est une carte du métro en 1914. Donc, si vous essayez à partir de ça de reconstruire une modélisation du réseau de métro contemporain, bon courage. Et pourtant, c'est ce que l'on voit, en fait, dans plein de projets. Il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, en fait, de noter quand on parle, en fait, de ces deux grands espaces, c'est cette question, en fait, de la vitesse de changement entre ces deux espaces. Très souvent,
on a deux camps. On a des gens qui disent, en fait, on peut faire des specs parce que ça ne bouge pas trop. Et on a des devs qui disent, mon Dieu, les specs, c'est n'importe quoi parce on passe plus de temps à les mettre à jour qu'à écrire du code. Et en fait, c'est très souvent parce qu'on va avoir en fait, des gens qui parlent de deux choses très différentes. C'est que, bien évidemment, l'espace du problème, lui, il change pas très fréquemment. Actuellement, moi, je bosse effectivement sur un système boursier, par exemple, donc où on met en relation des gens qui souhaitent effectivement échanger des valeurs. C'est un métier qui existe maintenant depuis quand même pas mal de temps, plusieurs dizaines d'années dans sa version électronique et plusieurs centaines dans sa version papier, on va dire. Et ça ne change absolument pas très rapidement. De temps en temps, on a quelques ajustements à la marge pour des problématiques réglementaires, mais en tant que tel, on ne découvre pas une nouvelle manière de faire pour ces échanges. Par contre, dans l'espace de solution, là où se trouve effectivement la construction, le design et l'exploitation, ici, par contre, on a effectivement une vitesse de changement qui est extrême, qui peut être quasiment au niveau de l'heure. Et en fait, souvent, le problème effectivement que l'on va retrouver dans ce genre de situation, ce sont des personnes qui essayent de modéliser ce truc-là, alors qu'ils devraient plutôt passer leur temps à comprendre et modéliser en fait cette partie du problème qui, elle, justement, peut être gardée un petit peu dans le temps. Et c'est pour ça en fait, qu'il y a cette adaptation en fait, du premier, c'est que models are useless, parce que malheureusement, quand on parle en fait, du domaine de solution, ils sont quasiment invalidés au moment où le développement démarre. Pour l'instant, je n'ai encore jamais vu une spec pour du code qui était implémenté tel quel. Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais vu. Mais on en reparlera justement juste après. Par contre, effectivement, l'activité Modeling is everything, ça c'est très important, parce que ça permet en fait à tout le monde dans la pièce de se mettre d'accord sur la compréhension qu'on a de ce que l'on va construire. Et c'est pour ça que régulièrement, effectivement, je vais avoir des ateliers, pour ceux que ça intéresse, notamment d'event storming. Et là, une des questions que j'ai, c'est une fois qu'on a effectivement fait ce travail de modeling de l'espace, on demande qu'est-ce qu'on en fait. Et là, moi, j'ai des gens qui sont prêts à passer 2 semaines à reprendre sous format électronique ce que l'on vient de faire. Et moi, ma réponse, en fait, c'est on va tout jeter. On va tout jeter. Parce que ce qui compte, c'est que maintenant, à cet instant T, on soit tous alignés. Si maintenant, il s'avérait que d'ici 2-3 mois, on commence à se rendre compte qu'il y a des différences de compréhension, de langage qui se construisent, là, on prendra le temps de refaire cet exercice depuis le début, pour justement vérifier que tout le monde a bien la même compréhension. Mais le problème des modèles, c'est que si vous les gardez, vous allez créer une espèce de source de vérité qui, en fait, ment. Et ça, c'est très problématique parce que vous pouvez avoir des gens qui prennent des décisions basées, en fait, sur une représentation qui n'est pas la réalité. Et puis surtout, et ça, c'est le point qui m'énerve, je pense, le plus dans les équipes de développement, c'est ça. C'est qu'en fait, en théorie, en tant que développeur, vu que notre travail, c'est de passer de l'espace de problème à l'espace de solution, on devrait passer notre temps à parler de cet espace du problème, à parler de la problématique métier, à parler du contexte business dans lequel tout ça se trouve. Et en fait, ce que l'on observe, c'est des développeurs qui passent leur temps à parler du domaine de solution. Et ça, c'est complètement débile de le faire. Parce que vous pouvez en parler autant que vous voulez, si vous n'avez aucune idée de ce qu'au niveau business vous devez construire, dans tous les cas, vous obtiendrez de la merde. Et c'est vraiment cette raison pour laquelle, et peut-être effectivement que ça peut paraître contre-intuitif, mais ce sont des discussions que l'on s'autorise à avoir que dans des périodes beaucoup plus avancées d'un projet. Une fois que l'on est enfin capable de comprendre ce que l'on est en train de construire. Le nombre d'équipes que je vois partir sur des solutions alors qu'elles ne comprennent pas ce que ça veut dire d'un point de vue métier, ce qu'elles sont en train de bâtir, est ahurissant. Et on obtient des solutions qui sont over-ingénierie de partout, parce que les mecs, en plus, se sont fait ultra plaisir à essayer de prendre les technos à la mode du moment, qu'en plus, ils ne maîtrisaient même pas. Il y a plein de cas où tu vois des projets big data, et tu te rends compte que le cluster qu'ils ont mis en place, le cluster Spark, le cluster Hadoop, etc., en réalité, il passe plus de temps de traitement que ce que tu peux faire tourner en local sur ta machine avec une petite implémentation en Python. Et quand on arrive en fait, à ce genre de niveau en fait, de dissociation, c'est quand même assez grave.
Parce que oui, en fait, avoir 400 gigas de données, ce n'est pas du big data. Le big data, il démarre à 4 téras de données. Parce que là, vous commencez à avoir des problèmes de hardware. Et donc là, vous avez besoin de solutions qui est capable de partitionner à la fois la donnée et le calcul. En dessous de ça, vous rajoutez du disque, vous rajoutez de la RAM, et vous pouvez toujours continuer avec des solutions de merde. Donc les boîtes qui font du big data avec 10 gigas, c'est pas que ça me fait rire, mais c'est presque que ça me désole, en fait. D'où vraiment, en fait, cette question de dire, OK, démarrez vraiment avec cette question du pourquoi on est là, pourquoi on fait ce projet. Et là, vous allez déjà vous rendre compte qu'il y a des clients qui ne peuvent même pas répondre à cette putain de question. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de démarrer le projet. Vous allez perdre votre temps. Et moi, mon temps, personnellement, il m'est précieux. Et ensuite, demander qu'est-ce qu'il faut faire, mais jamais, jamais, jamais ne commencer à discuter de comment on va le faire. Et surtout, le client n'a rien à vous dire. Normalement, si jamais vous êtes développeur, c'est votre expertise, en fait. Et ce n'est pas celle du client. Et voilà le vrai problème. Moi, j'entends très souvent comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette posture, en fait, du technicien en informatique, qu'on nous impose. Et bien, en fait, c'est une posture que dans beaucoup de cas, en fait, on s'auto-impose, justement en gardant les discussions dans cet espace de solution. Mécaniquement, si votre métier ne vous entend parler que de problématiques techniques, de problématiques d'outils, il n'est pas capable de vous voir autrement que comme un technicien spécialisé. Alors que si vous commencez à avoir une discussion sur le business, sur son environnement, vraiment comprendre ce que ça veut dire pour l'entreprise, le logiciel que vous êtes en train de développer, eh bien vous allez voir en fait que ce rapport va très très rapidement changer. Et là, il ne pourra plus vous voir effectivement comme un technicien spécialisé. Et en fait, c'est cette raison pour laquelle, et pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous l'avez déjà vu, j'insiste lourdement sur cette question, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment en fait cette question d'une navigation entre cet espace de problème et de solution que l'on voit très souvent dans la carrière d'un développeur. Un développeur, il va très souvent démarrer effectivement sur cette question où il va essayer de faire du spécifique technique. Beaucoup de développeurs ont démarré en mettant du SQL dans des pages PHP afin de générer de l'HTML. Et c'est très bien. Le problème, c'est que ça ne scale pas très très bien. Là où il y a un move assez effectivement, naturel, c'est très souvent des développeurs effectivement qui vont monter sur cette question effectivement de commencer à se dire bon, si jamais je mets ça ensemble, ça marche un peu mieux. Mais le problème, c'est que vous restez toujours et encore dans cet espace de solution, et donc malheureusement, vous n'arrivez pas à vous extraire vers ce qu'est votre travail en fait. Et là où c'est le pire, c'est ce super move sur le côté, parce qu'en fait, en gros, là, c'est vous qui êtes en train de dire à votre client, je vais imaginer votre espace de problème. Et pour tous ceux qui ont déjà essayé d'intégrer des projets, on va dire, avec des spécificités métiers assez conséquentes sur du PrestaShop ou du SAP, et qui ont déjà vécu les enfers que ça peut être, en fait, c'est parce que c'est ça. Vous êtes en train d'essayer d'imposer à votre client un domaine de problème qui n'est pas le sien. Et puis surtout, le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que vous n'avez plus aucune spécificité métier derrière ce que vous êtes en train de construire. Ça veut dire que la boîte est en train d'acheter un logiciel qui ne lui apporte aucun avantage concurrentiel. Parce que potentiellement, un de ses concurrents peut réutiliser les mêmes solutions génériques que ce que vous lui avez fourni et obtenir la même solution. Dites-vous bien que des boîtes, malheureusement, comme Netflix ou Amazon, elles ne vont pas chercher du SAP sur étagère et essayer de faire rentrer leur process de logistique dedans. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça, effectivement, que je conseille fortement de venir dans ce cadran qui n'est pas forcément le plus évident, qui est celui, effectivement, de dire il est grand temps de se reposer la question, d'aller chercher cette spécificité métier pour chacun des projets. Et en fait, pourquoi ce n'est pas si naturel ? Et là, personnellement, moi, j'en veux énormément en fait, à la plupart des formations d'ingénieurs ou de développeurs, c'est que ce n'est pas quelque chose en fait, que l'on étudie. Alors que, normalement, une formation d'ingénieur devrait être à propos, justement, de savoir découvrir un domaine de problème et ensuite être capable d'avoir des heuristiques pour y appliquer les bonnes solutions. Dans la grande majorité des cas, vous allez étudier un petit set de solutions et on va vous dire, utilisez-les partout, telles quelles.
ce n'est pas non plus ce sur quoi la plupart des gens sont entraînés. Ça fait des années, généralement, qu'on est à l'aise avec nos outils. Donc forcément, c'est beaucoup plus confortable de rester en fait, avec ces outils et de continuer de réfléchir sur l'espace de solution en tant que tel. Parce que généralement, en fait, quand vous arrivez sur un nouveau projet, vous ne connaissez pas le métier associé. Moi, quand j'ai commencé à bosser là, sur ces systèmes financiers, je n'avais pas une très très grande idée de ce que ça voulait dire. Et donc c'est vraiment ça, en fait, l'idée. Arrêtez de vous restreindre à votre zone de confort qui, malheureusement, est systématiquement située dans justement cet espace de solution. Apprenez à être à l'aise avec cette idée de vous dire « je ne sais pas, je ne connais pas le métier que l'on m'a demandé d'implémenter, et donc la première chose que je dois faire dans un projet, c'est aller effectivement chercher cette connaissance. » Maintenant que tout cela est dit, je parlais effectivement des questions d'ingénierie, et dans l'ingénierie logicielle, on a quelque chose qui est assez intéressant en réalité, c'est qu'on n'a pas d'humain sur la production logicielle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais on prend une définition classique, donc l'objectif de toute discipline d'ingénierie est de produire de la documentation. Quand cette documentation a été donc designée, elle est donnée effectivement à une équipe qui va se charger de la fabrication. Et cette équipe qui fait la fabrication, ce sont généralement des gens différents, avec des compétences différentes, qui vont pouvoir, théoriquement, en autonomie, reproduire ce qui a été designé à travers la documentation qui a été réalisée par l'ingénieur. Donc, ça donne en fait cette image, très souvent, que l'on a un ingénieur qui écrit des specs, qui les passe à des mecs qui font des trucs, et à la fin, on obtient un pont. Et ça n'est pas faux. Si on regarde en fait l'ingénierie civile, si on regarde l'ingénierie aérospatiale, effectivement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui designent les ailes d'un avion que celles qui les assemblent. Effectivement, ce sont des compétences différentes. Et effectivement, l'ingénieur, il peut donner ses spécifications et il va être sûr d'obtenir, plus ou moins sûr, l'aile d'avion qu'il avait effectivement dessinée sur son logiciel. Le problème que nous, on a, et ça c'est dans un article de Jack Reeve, What is Software Design, c'est un must read. Voilà, je l'ai remis à la fin. Si on veut juste comprendre en fait, notre métier, ça devrait être une lecture obligatoire. Ça date de 91 ou 93, et c'est ça qui est très dommage, en fait, c'est qu'on est aussi une profession qui a du mal à apprendre de son histoire. Mais en gros, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'après avoir revu tout le cycle en fait, lié effectivement à cette question de l'ingénierie logicielle, il semble que la seule documentation du logiciel qui respecte en fait, les contraintes de ce que l'on appelle un design d'ingénierie, c'est le code source en tant que tel. Et ça, en fait, ça veut dire que malheureusement, ou heureusement, parce que finalement, en fait, c'est une chance pour nous, la partie build, chez nous, ça s'appelle un compilateur. Et ça veut dire, en fait, que dans notre situation, c'est un logiciel qui se charge de la production en tant que tel. C'est un logiciel qui crée. Le développeur, à aucun moment, c'est son travail, en fait, de construire le logiciel. Le développeur, il est là pour écrire une spécification suffisamment fine pour qu'un autre logiciel puisse, lui, construire le software. Et c'est assez simple, en fait, de réaliser ça. Je veux dire, sincèrement, donnez juste votre code source au client, juste le code source. Généralement, ça ne va pas lui convenir. Normalement, il faut que ce soit un exécutable. Et donc, on voit bien, en fait, que ce que l'on a très, très souvent, et ce que l'on considère souvent comme étant, on va dire, l'étape de production du logiciel, c'est-à-dire écrire le code source, en réalité, est l'étape de design. Et ça, c'est assez important, parce que ce que ça sous-entend, en fait, c'est que toute tentative de mettre du design avant, en fait, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'en fait, mécaniquement, ça ne sont pas des spécifications suffisamment détaillées pour permettre à une équipe de production, avec des compétences différentes, de produire un logiciel.
Ce que ça sous-entend aussi, c'est que le code source, malheureusement, ce n'est pas la chose la plus lisible pour des personnes qui ne seraient pas développeurs. Alors déjà là-dessus, normalement, on est tous à peu près conscients qu'on peut construire un code source qui est plus ou moins lisible, des spécifications qui sont plus ou moins reprenables, mais il est vrai que pour certaines personnes, effectivement, du métier, dont ça n'est pas le métier, lire du code source en tant que tel, ça peut poser problème. Encore que, moi, les meilleures missions que j'ai pu faire, c'était avec une bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de France à côté de moi, qui était en train de me pointer dans mon code source les éléments qu'il fallait que je modifie. Et en fait, quand vous avez fait ça, vous savez que vous avez réussi, en fait, à vraiment obtenir cet état de l'art qui est de dire « j'ai réussi à exprimer dans mon code source la spécification du métier que l'on m'a demandé d'implémenter ». Dans tous les cas, il y a tout un champ qui s'appelle ce qu'on appelle les living documentation, qui consiste justement à être capable de reconstruire en fait des modèles et des visualisations de ce qui se passe à partir du code source. Et c'est très très important de bien comprendre que ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on prend le code source et on en tire une modélisation. Ce n'est pas une modélisation qu'on essaie de transformer en code source, parce qu'à partir du moment où on crée une modélisation qu'on essaie de transformer en code source, cette modélisation, elle est fausse. Parce que, encore une fois, je n'ai jamais vu aucun code source correspondre aux spécifications qui lui avaient été données upfront. Ça veut dire que le seul moyen que vous avez d'avoir une documentation sur laquelle vous pouvez prendre des décisions sans que ces décisions soient fausses, c'est de prendre des décisions sur une documentation qui a été extraite de l'état actuel du code. Et c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, dans le code, vous y mettez déjà une quantité incroyable d'informations. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce mélange. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez à la fois vos tests unitaires, s'ils ont été faits correctement, vous en tirez déjà quelque chose d'assez exploitable en réalité, qui décrit, en théorie, fonctionnellement, tout ce que le logiciel est en capacité de faire. Dans votre code source, vous pouvez utiliser des outils comme QDocs, où en posant des annotations sur les classes qui vont bien, il est capable de vous en extraire des schémas. Et donc ça vous permet effectivement de confier une documentation réellement utile. Et aussi, et ça c'est une petite astuce aussi, ASCII Doctor a cette capacité en fait d'importer des listings de code. On peut lui dire, à cet endroit-là, je veux le listing de telle classe entre les lignes 17 et 23. Et il vous le met. Ce qui fait que quand vous changez le code, vous n'avez pas besoin de revenir dans la doc pour dire, au fait, il faut aussi que j'aille le changer. Vous êtes sûr que c'est à jour. Et si le listing paraît complètement débile par rapport à ce qui est marqué au-dessus, c'est que potentiellement la doc, effectivement, n'est plus à jour. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait, cette citation de Matthias Verhaes, que j'ai appelé The Verhaes Hypothesis, qui est vraiment ça, c'est tout outil qui permet à un non-développeur de construire un programme exécutable deviendra suffisamment compliqué pour que l'utilisateur de celui-ci finisse par être un développeur. Et en fait, c'est assez amusant, c'est vrai. Il y a beaucoup d'outils en fait, qui vous promettent le fait de pouvoir mettre n'importe qui devant un ordinateur et obtenir un logiciel. Et ces softs deviennent tellement compliqués avec le temps que vous reconstruisez des gens spécialisés uniquement dans l'utilisation de ce logiciel. Donc généralement, vous avez un double effet qui se coule. En fait. C'est très souvent le logiciel, il produit quand même de la merde. Et que potentiellement, il essaye de faire des trucs un peu automagiques. Et donc, ce qui fait que la personne qui est en charge va assez rapidement tomber en dépression à essayer de faire rentrer ce qu'on lui demande de faire dedans. Et c'est pour ça en fait, que toutes les tentatives, et sincèrement, ça commence à devenir vraiment relou, c'est que quasiment tous les ans, il y a un nouveau produit, une nouvelle boîte qui te dit « on a enfin trouvé un moyen, à partir de diagrammes, on génère du code source ». Ça fait 40 ans qu'on a ça. Hein. Vous regardez les discussions, au moment où l'objet est arrivé, c'était ça. On va faire des diagrammes UML suffisamment précis, on va appuyer sur un bouton, on aura un logiciel. Et là, en ce moment, plus personne ne veut faire du ML. C'est bizarre, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus relou de passer notre temps à tracer des box dans des logiciels dédiés, à mettre tous les trucs un par un, qu'à effectivement écrire ce putain de code source, en fait. Une bonne partie en fait, de l'incompréhension qu'on a en fait, de l'ingénierie, elle vient de là. C'est que si on regarde en fait, les différentes disciplines d'ingénierie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut les placer sur un axe
des disciplines plutôt qu'on va considérer comme empiriques, des disciplines qu'on va considérer comme defined. Donc en fait, vraiment, c'est cette idée de, ici, on a très souvent pas mal de planification upfront, et ici, généralement, c'est pas mal YOLO jusqu'à la fin. Sincèrement, allez voir des mecs qui font de l'ingénierie chimique, enfin, les mecs, ils mélangent des trucs, ils disent « ouais, c'est après ce que je voulais », et après, ils font les équations à rebours pour essayer de retrouver ce qu'ils ont bien pu obtenir. L'ingénierie électrique, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, vous avez des mecs qui ont leur bureau couvert de résistance, de fer à souder, de machin, et qui sont en train de souder des trucs toute la journée, puis au bout d'un moment, ça leur plaît, et là, ils font leur carte. Pourquoi, en fait, ils ne font pas leur carte up front? C'est parce qu'ils savent que c'est complètement débile. Ça leur coûte absolument rien en termes d'argent de prendre une plaque, de mettre leurs composants dessus, de mettre des fils, de regarder comment tout ça, ça se comporte, de voir si on ne peut pas optimiser des parties locales. Et là, maintenant, effectivement, ils commencent à avoir une bonne idée de ce qu'il va falloir en termes d'espace. Et puis, effectivement, par contre, on a effectivement l'aérospatiale ou l'avionique, où là, oui, on va passer 2 ans, 3 ans à designer un avion avant, effectivement, de lancer les premières phases de test. Mais c'est quoi, en fait, la différence entre ces différentes disciplines? C'est le coût du prototypage. Et nous, notre coût du prototypage, on a dit que c'était gratuit de construire, en fait. Donc nous, en fait, on est là. Et on s'est amusé à prendre les façons de faire qui sont là. Et à aucun moment, on s'est dit que c'était débile. C'est ça, en fait, qui est fou. C'est qu'on est allé chercher de l'autre côté du spectre les pratiques qu'on applique à une discipline qui est fondamentalement basée sur le prototypage. Et enfin, une incompréhension forte qu'il y a eu, c'est qu'en fait, on a très souvent considéré que le coût du logiciel se trouvait dans l'intégration tout à la fin des différentes briques qui avaient été produites. Et que donc, au plus tôt on arrivait à spécifier ces différentes briques, au plus tôt on pouvait potentiellement corriger des problèmes de conception. Et le problème, en fait, c'est que ce n'est pas l'intégration finale qui coûte cher, ce n'est pas le moment où on assemble le logiciel qui coûte cher, ce n'est pas le moment où on le construit. Ce qui coûte cher, en réalité, et ça dans n'importe quelle industrie, c'est la longueur de la boucle de feedback. Plus vous passez de temps avant à avoir un feedback sur ce que vous avez construit, plus c'est coûteux. C'est juste que dans certains cas, la construction du prototype est tellement coûteuse que ça coûte moins cher d'allonger la boucle de feedback. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et quand on parle de feedback, sincèrement, vous pensez vraiment que les ingénieurs en aérospatial, ils font les plans, ils prennent la fusée, ils mettent des mecs dedans, ils l'envoient? Ça s'est jamais vu. Elon Musk, bizarrement, il a mis sa caisse avant de se mettre lui-même. Si vous allez discuter avec des mecs qui font de l'aérospatial, un de leurs gros kiffs, c'est de faire péter des trucs. Ils prennent des ailes, ils les plient à 90 degrés et ça pète. Et après, ils sont tous très contents. Ils viennent de cramer 1 million. Ils foutent le feu à leurs avions. Ils prennent un avion, le pilote, il se barre en parachute et il le crache. Et ils sont heureux. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, là, ils vont commencer à être confiants pour mettre des gens dedans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que même ces disciplines d'ingénierie, qui pourtant, effectivement, sont des disciplines extrêmement normées, elles aussi, elles vont utiliser en fait des boucles de feedback. Parce que malheureusement, dans l'ingénierie, on sait très bien que les modèles mathématiques qui sous-tendent ce que l'on fait sont des représentations simplifiées en fait de ce que c'est réellement l'objet technique que l'on obtient à la fin. Et donc le seul moyen de savoir que ça marche, c'est de le tester avant. Et là-dessus, en ingénierie logicielle, on a quand même une grande chance, c'est qu'on en a plein des boucles de feedback. On en a plein. Et on voit plein de développeurs qui ne les exploitent absolument pas. La première boucle de feedback, c'est le fait d'avoir un IDE et pas un éditeur de texte. Moi, j'ai un IDE, il est capable de me dire quand je fais une faute de syntaxe. Alors que si jamais vous êtes en train d'essayer de faire votre code dans Notepad++, potentiellement, c'était assez facilement évitable, le fait que vous aviez oublié un caractère quelque part. La deuxième boucle de feedback, c'est le système de type.
C'est génial ce truc-là. Le système de type vous dit, en l'espace de quelques centièmes de seconde, si ce que vous êtes en train d'écrire a du sens. Ou est-ce que c'est complètement débile? Et vous le voyez bien, la plupart des langages où il n'y a pas de système de type, on passe à la phase de run en serrant les doigts, quoi. En mode, bon, avec un peu de chance, au runtime, ça ne va pas se vautrer lamentablement. L'avantage du type système, c'est qu'il va en fait tout simplement vous réduire énormément en fait tous les problèmes que vous pouvez avoir. Le système de type va vous permettre déjà de contraindre ce qu'est capable de faire votre logiciel. Donc effectivement, vous pouvez encore faire pas mal de merde dans cet espace-là, mais déjà beaucoup moins que quand vous avez accès à l'univers entier. C'est pas normal, quand effectivement on essaye de faire une multiplication, que soudainement on puisse avoir une chaîne de caractères qui déboule. Voilà. Et pourtant, il y a plein de langages, notamment en JavaScript, où on voit ce genre de choses arriver tous les jours. Et c'est le genre d'erreurs qui sont quand même facilement évitables. Ensuite, on a une autre feedback loop, c'est le fait d'avoir quelqu'un à côté. Et c'est pour ça en fait que tous les gens qui disent « ouais, le pair programming, ça prend 2 fois plus de temps », ils vous racontent de la merde. Parce qu'en fait, étant donné que vous avez une feedback loop de quelques secondes, alors bien sûr, ça demande d'avoir un collègue qui n'est pas complètement con et réveillé. Moi, par exemple, il faut attendre 11 heures avant que ce soit à peu près efficace. Mais c'est une boucle de feedback qui a finalement une utilité incroyable, qui permet d'aller tellement plus vite dans la construction du logiciel. Et souvent, bien plus que 2 fois plus vite. Parce que vous évitez plein d'erreurs, où vous allez potentiellement passer une demi-journée à corriger ce que vous avez juste mis 1 heure à créer. Enfin, on a les tests unitaires. Ça aussi, c'est une boucle de feedback. En l'espace de quelques secondes, vous savez si la fonctionnalité que vous souhaitez avoir, elle fait ce que vous imaginez qu'elle doit faire. Vous pouvez encore faire de la merde. Mais vous voyez que progressivement, on s'enlève quand même pas mal de capacité, en fait, à produire un logiciel qui ne marche pas. Ensuite, on a effectivement ces questions de système métaphore, être d'accord sur comment est-ce qu'on appelle des choses, ne pas avoir 2 choses qui s'appellent différemment dans le code source, et donc potentiellement des duplications, ou au contraire, des choses qui ont été mélangées alors qu'elles ne correspondent pas à la même chose. Vous avez effectivement les questions d'intégration continue, pour effectivement savoir en permanence que effectivement, le logiciel, on arrive à le builder. Le nombre d'équipes que j'ai vues, au bout de 2 mois, ils te disent on n'arrive pas à builder le projet, tu leur dis ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas buildé? 2 mois. Et vous voulez leur répondre quoi à ces mecs en fait? Et le build, je veux dire, sincèrement, les mecs qui me disent « ouais, on a besoin d'une usine de build », ça se fait en local sur sa machine, si jamais vraiment vous n'avez rien. Si vous êtes à Walp, vous lancez un build au moins 1 fois par jour. Avoir un client disponible, à qui vous pouvez poser des questions, ça aussi c'est une boucle de feedback très utile. Vous avez une question, vous lui posez, il vous répond. Voilà, c'est pas, vous avez une question, vous imaginez une solution, vous l'implémentez, le client vous dit que ce n'était pas ça qu'il voulait. Et donc là, on a effectivement cette situation assez ubuesque où le développeur essaye de faire comprendre au client qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était ce qu'il avait implémenté. Collective ownership, le fait que tout le monde soit effectivement en capacité de comprendre ces questions et de comprendre ce que fait le logiciel. Les planning games. Alors, planning game, ça ne veut pas dire faire des estimations, par pitié. Vraiment. Planning game, ça veut juste dire on va à peu près se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on pourrait peut-être avoir à un moment donné. OK? Et c'est surtout en fait de dire à telle date, il faudra qu'on sorte quelque chose. Mais on ne dit pas quoi. On dit juste qu'il faudra qu'on sorte quelque chose. Et le client, il sera content avec ce qu'on aura à ce moment-là. Short release. Au plus tôt vous mettez un produit au contact du marché, au plus tôt vous avez un feedback du marché sur celui-ci. Là, maintenant, il y a un truc assez amusant, en fait, c'est que si vous prenez tout ce qu'il y a de ce côté-là, normalement, vous retrouvez un ensemble de pratiques. Parce qu'en fait, tout ceci, ce sont les pratiques d'extreme programming. Bon, plus 2-3 trucs, par ici. Et en fait, c'est pour ça que, pour beaucoup, en fait, extreme programming, c'est la première fois qu'on a en fait un système que l'on peut effectivement qualifier de pratique d'ingénierie pour notre industrie. Parce que pour la première fois, on a systématisé et obligé les équipes à avoir ces boucles de feedback indispensables à notre industrie. Et non,
Ça, ce n'est pas suffisant. Dire toutes les 2 semaines, je donne à mon client un produit, je ne sais même pas s'il marche, ça n'est pas acceptable. Votre boucle de feedback, elle démarre à minima ici, si vous voulez à peu près avoir l'air sérieux. Un point très très important de bien avoir en fait là-dedans, c'est cette idée en fait que quelque chose en fait n'a de la valeur qu'une fois qu'il a été livré. Avant que ça ait été livré, ça n'est que du déchet. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous pouvez avoir des situations où vous avez des développeurs qui ont produit des choses, puis là, on attend 2 mois avant d'avoir le prochain train de release. Le train de release démarre. Lui-même, il met 2 mois avant que ça parte en bêta. Et vous vous rendez compte en fait qu'au moment où ça arrive sur le marché, les fonctionnalités que contenait le bloc fonctionnel que vous avez construit ne sont plus intéressantes. À partir du moment où ça n'est pas livré, c'est du déchet. Le logiciel ne prend de la valeur qu'une fois qu'il a été mis entre les mains du client final. Avant ça, il n'a aucune valeur. C'est pour ça que le point le plus important quand on parle en fait de ces questions, c'est de se focuser sur au moins l'intégration continue et, si possible, le continuous delivery. Ça ne veut pas dire continuous deployment, attention. Beaucoup de gens font cette confusion. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre en déploiement en permanence, mais qu'au moins vous allez livrer un logiciel qui marche et qui peut être mis à destination d'utilisateurs finaux. En leur disant, ça c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir tester ce qu'on est en train de faire, vous pouvez tout casser dedans, faites-vous plaisir. Voilà. Donc après, on peut aller effectivement un cran plus loin en construisant du continuous delivery, du continuous deployment, mais au moins aller jusqu'à cette étape du delivery. Et pour la plupart des équipes, la première étape, ça consiste à pouvoir dire « je sais installer sur le poste d'un développeur un environnement de développement en moins de 20 minutes et 2 étapes max ». Parce que si déjà ça, vous n'arrivez pas à le faire du continuous delivery, vous allez salement galérer. Et puis surtout, et c'est ça en fait qui est intéressant dans XP, c'est que toutes les pratiques sont dites interlocked. C'est-à-dire que quand vous en tirez une, obligatoirement, elle va tirer les autres. Comment vous pouvez faire du continuous delivery si vous n'avez pas une base de test qui vous permet juste de savoir que ce que vous avez mis marche? Pas possible. Et ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça aussi que c'est pour la première fois vraiment cette notion d'un domaine d'ingénierie pour le logiciel, c'est qu'on ne peut pas prendre une partie et dire « ça me va ». Vous êtes obligé d'absorber toutes les pratiques si vous voulez avoir quelque chose qui marche. Vu qu'on est dans le flux, parlons rapidement de la théorie des contraintes, parce que ça, c'est aussi un truc, c'est une sale connerie qu'on voit régulièrement. Donc C, c'est la capacité de chaque étape, étape A, B, C, D, E. On envoie des trucs dans le pipe. Bon, ok. Il y a une petite erreur. Là, il aurait dû en avoir 5 et là aussi. J'étais fatigué hier soir. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe après. À partir du moment en fait, où on arrive sur une étape qui a une contrainte minimum, ça va vous donner votre output complet au niveau du process. C'est-à-dire que vous avez beau mettre des étapes qui peuvent avoir des capacités démentielles autour, tant que vous avez une étape qui a une capacité donnée, vous ne pourrez pas aller plus vite que cette étape-là. Tout ce que vous construisez après, qui a plus de capacité, ben, il est oversizé, et tout ce qu'il y a avant, et c'est là où c'est génial, c'est qu'il va produire des déchets. Il va empiler des trucs à faire, alors que l'étape centrale, elle n'est pas capable de les absorber. Un système sous stress, ça a 2 réactions. Ça casse ou ça fait de la merde. Et là, en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que très souvent, cette étape de contrainte, en réalité, c'est l'étape du développement. Parce qu'en fait, c'est le moment où il y a effectivement la production de valeur qui se concrétise. Et effectivement, malheureusement, c'est très souvent la partie qui prend le plus de temps. Et le deuxième problème que l'on a, c'est que, comme Fred Brooks l'a très très bien énoncé, rajouter des développeurs dans un projet qui est déjà en retard, ça ne fait que le rendre
Plus en retard. Ce putain de bouquin date de 1975. Fred Brooks a ajouté comme exemple « 9 femmes ne font pas un bébé en un mois ». Ça paraît logique, et pourtant le nombre de managers, voire de product owners qui ne comprennent pas cette question est juste ahurissant. Le nombre de personnes à qui je dis « là, on ne va pas pouvoir délivrer ce type de feature avant telle date », et qui me disent « ah ben attends, je te rajoute des devs ». Dégage, tu vas que faire repousser dans le temps notre date de delivery. Si vous avez besoin d'être convaincu, lisez ce bouquin. Et ça veut dire que toute étape qui est avant l'étape contrainte, et donc très souvent l'étape de développement, si vous l'empilez à 100% de ses capacités, vous êtes en train de construire des déchets. Et là-dedans, il y a un métier qui est très très bon, c'est les product owners. Parce qu'il y a un truc qu'ils adorent faire, c'est empiler de la user story devant les devs. Et le problème, en fait, c'est qu'on s'en rend compte assez rapidement en fait, que c'est du déchet parce que le product owner va être obligé de revenir sur ce qu'il a fait plein de fois, parce qu'en fait, ça ne correspond plus à ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, ce n'était pas le moment de les faire. C'est le type de process, en fait. À partir du moment où on a un système sous contrainte, la manière la plus efficace en fait, de le traiter, c'est de le transformer en pool-based process. Que ce soit l'étape de contrainte qui tire le travail à réaliser, et donc qui demande aux étapes précédentes de lui fournir du travail, plutôt que ce soit les étapes précédentes qui essayent de bourrer, comme des bœufs, le pipeline de production. Passons aux questions de temporalité. Si on présente ces deux courbes, donc feature en fonction du temps, on sent que celle-là, elle est plus intéressante quand même. Parce qu'on a quand même beaucoup plus de features au bout du temps donné. C'est la même échelle de temps. La problématique, en fait, c'est que très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quelque chose qui est vrai sur des échelles qui sont assez petites au niveau d'un projet. On peut considérer que ça, c'est 2 semaines à 1 mois, grand max. Et vous avez beaucoup de décisions qui sont prises à la fois par les développeurs et par les managers et par les product owners qui sont basées sur cette putain d'échéance à 2 semaines parce que c'est la fin du sprint. Le nombre d'équipes où tu as l'impression qu'à chaque sprint, ils redémarrent un projet, c'est juste affolant. Hein. Et le nombre d'équipes qui effectivement redémarrent leur projet à chaque sprint parce qu'ils n'ont pas pris en compte justement l'échéance du projet qui est souvent sur plusieurs années est juste ahurissante. Parce que très souvent, en fait, ce qui se passe avec l'autre courbe, c'est que c'est ça, en fait, qui se passe. Et là-dedans, tous les outils de Rapid Application Development, nommez-les, ils rentrent là-dedans. C'est quasiment certain. Toute personne qui a déjà utilisé ce genre de merde, sait très bien qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez, 6 mois, si vraiment vous avez eu de la chance, vous allez commencer à lutter contre l'outil afin de lui faire prendre le fonctionnel que vous voulez qu'il prenne. Et c'est aussi pour ça que ça m'énerve tous les trucs, ouais, regardez, avec Ruby on Rails, on va pouvoir refaire Twitter en 20 minutes. Et les mecs, il y aurait 40 millions de concurrents à Twitter si c'était vraiment le cas, en fait. Ça, c'est une approche Twitter en 20 minutes, ouais. Mais sauf que le problème, c'est que vous allez staller très rapidement. Au bout de 2 heures, vous êtes déjà bloqué. La qualité d'aujourd'hui est la productivité de demain. Ouais, hein. Quand c'est prononcé, ça paraît bête. Et pourquoi alors les équipes ne le font pas? Ne faites pas de surqualité. Vous passez beaucoup trop de temps sur la qualité, vous faites de la surqualité. C'est du bullshit. Une équipe, soit elle fait de la qualité, soit elle fait de l'over-ingénierie. Mais n'appelez pas surqualité le fait qu'effectivement vos développeurs sont en train de se faire plaisir avec des clusters Spark connectés à Cassandra, parce que ça n'est pas de la surqualité, c'est juste faire de la merde. La surqualité en tant que telle, ça n'existe pas. Soit vous avez de la qualité, soit vous n'en avez pas. Et la qualité, c'est quelque chose de gratuit, voire qui rapporte de l'argent. Même pour les startups, le nombre de personnes que j'ai, oui, alors quand on a une startup, un POC, machin. Sincèrement, j'ai bossé pour des startups.
Quand vous avez la série A qui est levée, les mecs qui viennent de lever 1,5 million, allez, ils ont eu énormément de chance. Et qu'en fait, ils se rendent compte que pour pouvoir tenir le scaling que leur imposent leurs investisseurs, ils vont devoir tout reprendre à zéro, et que donc ça va leur coûter 1,5 million pratiquement à redévelopper, je peux vous dire que l'investisseur, il est plus que saoulé d'apprendre que toute la thune qu'il a injectée dans la boîte ne va servir qu'à réécrire ce que la boîte a déjà. Et pourtant, c'est le cas dans plein de situations. Parce qu'en fait, le moment où ces deux courbes-là, elles se croisent, c'est pas en années que ça se compte, c'est en quelques mois. Généralement, au bout de 6 mois, vous avez déjà en fait ce croisement qui se produit. Et une start-up qui ne vit pas plus de 6 mois, ce n'est pas une start-up. Ça s'appelle un projet raté. Voilà. Mais une start-up, normalement, sa volonté, c'est quand même de survivre à 6 mois, quoi, hein. Est-ce qu'on en parle? J'ai fait toute une conférence sur le sujet, je crois que je suis un peu en retard. La dette technique, ça ne veut pas dire faire de la merde, par pitié. La dette technique, ça veut dire est-ce qu'on a le temps de le refaire 2 fois, plus tard? Parce que ce qu'on fait maintenant, on va devoir le refaire. Et l'idée de la dette technique, c'est vraiment ça, en fait, c'est de prendre une accélération soudaine, parce qu'en fait, je m'autorise à prendre des raccourcis dans ma conception logicielle. Ça ne veut pas dire que je m'autorise à soudainement faire plein de merde dans mon code source. Je prends un raccourci dans mon design. Je continue à écrire un code source d'excellente qualité. J'ai pris un raccourci dans le design. Je n'ai pas écrit de la merde et je dis « Oh, c'est de la dette ». Ça n'existe pas. Ça s'appelle juste de la merde. Et ensuite, vous avez une phase de remboursement. C'est pour ça qu'à partir du moment où quelqu'un me dit « Attention, j'ai besoin de tenir cette deadline », je lui dis « Ok, on peut le faire, je vais acheter de la dette. » Mais ça veut dire qu'on va devoir refaire le truc une nouvelle fois. Est-ce qu'on a le temps, sur la vie du projet, de refaire 2 fois cette fonctionnalité? Si la réponse est oui, j'accepte. Et lorsque le remboursement vient, la personne n'est pas surprise. On est en retard, on va faire de la merde dans notre coin, oh mon Dieu, personne... Ah, non, ça, c'est pas de la dette technique. Il n'y a aucun développeur que je connais qui est devin. Donc ça aussi, vous n'avez aucune façon d'être certain que ce que vous avez développé sera bon dans le futur. Donc systématiquement, ce qui est très important de faire, c'est de faire ce qu'on appelle garder ses options ouvertes. Et notamment, ça passe par le fait de pouvoir travailler sur inverser les problématiques que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais on s'intéresse effectivement à cette question de la complexité, on se rend compte qu'il y a en gros 4 grands domaines. Et ça, c'est toute une conférence de... alors là, c'est pas Ken Beck, ça c'est Ken Beck qui a écrit un article qui est très bon, mais sinon l'autre, c'est Enrico Zaninotto qui a effectivement fait cette présentation. Et en fait, où il explicite en fait, que très souvent dans le logiciel, on ne peut pas en fait casser ces éléments-là, parce que des états, on en a, sinon le logiciel ne sert à rien. Des interdépendances, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous finirez par en avoir. Uncertainty, si on était dans une industrie où on sait ce qu'on fait, ça se saurait. Donc le seul qui vous reste généralement, en fait, c'est cette question, c'est être capable de revenir en arrière sur ce que vous avez pu faire. Et il y a des pratiques qui permettent ça. Je vais terminer là-dessus très rapidement, parce que je suppose qu'il me reste très peu de temps. 5 minutes max, mais ce serait bien un peu avant, je suppose. Ça va, ok. Vous avez besoin de connaître vos fondamentaux et pas vos outils. Sincèrement, moi, quand je vois un développeur qui connaît par cœur des outils, etc., j'ai l'impression d'avoir affaire à un bûcheron qui connaîtrait par cœur le mode d'emploi de sa tronçonneuse, mais qui ne saurait pas correctement abattre un arbre. On a ce cas-là dans plein de situations. Le mec, il arrive, il démarre et il coince sa lame, parce qu'il ne sait pas qu'en fait, il faut, avant, donner une petite impulsion pour éviter que l'arbre se retrouve sur la lame. Par contre, il connaît par cœur le putain de mode d'emploi. Le problème, là, c'est qu'il a sa lame coincée dans l'arbre. Et ça, ce n'est pas dans le mode d'emploi. Dans le logiciel, c'est pareil. Le nombre de personnes qui connaissent par cœur leur framework et qui continuent à se planter avec. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez important, c'est que quand vous avez les fondamentaux, et sincèrement, il n'y en a pas tant que ça dans l'industrie logicielle, en fait. La grande majorité des fondamentaux qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été faits dans les années 80. De temps en temps, la grande nouveauté de Go, les channels qui permettent de faire de l'asynchrone, synchrone, mais pas vraiment, et tout ça, c'est 1984 le papier. C'est pas nouveau.
Et ça, c'est très important de bien le comprendre. C'est qu'une fois que vous avez ces fondamentaux, vous n'avez plus besoin d'apprendre les outils. En fait, vous les comprenez. Parce que ce sont des outils qui ont été construits, justement, pour répondre à des problématiques liées à ces fondamentaux, ou construits à partir de ces fondamentaux. Et quand on me pose la question, oui, comment tu fais pour ta veille, etc., ben c'est très simple. Moi, j'ai une veille qui est basée là-dessus. Je ne vais pas lire un bouquin sur comment est-ce que Apache Spark fonctionne. Je vais lire un bouquin sur les streaming engines. Et il va m'expliciter toute la théorie qu'il y a derrière, effectivement, le fait de traiter des événements sous forme de suites discrètes. Comment est-ce qu'on construit des projections à partir de ça. Et une fois que j'ai acquis ce savoir, eh ben, en fait, c'est très simple de comprendre ce que fait derrière une implémentation d'un streaming engine, puisque ça ne fait que réutiliser ces concepts et les appliquer. Mais par contre, vous n'êtes pas bloqué sur un outil. Vous pouvez en changer. Et vous comprenez réellement ce qu'il fait. Vous n'êtes pas en train de l'utiliser au petit bonheur la chance. Alors, important, ce n'est pas normal que le logiciel ne marche pas. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à l'heure actuelle, dans pas mal de situations, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, mais c'est normal, c'est du logiciel ». C'est inacceptable, en fait, cet état que l'on a dans notre industrie, que la grande majorité des choses qui arrivent sur le marché ne fonctionnent pas. N'importe quelle industrie, c'est inenvisageable. Par contre, ne laissez personne prendre des décisions pour vous. Et ça, c'est très important. Demandez de la confiance, pas des jeux. On s'en fout des baby-foot, on s'en fout des bornes d'arcade. Vraiment. Je vais terminer là-dessus. Rappeler, effectivement, l'ingénierie, c'est surtout sur le design de solutions. Notre job, ce n'est pas de créer du code qui est joli, c'est de créer des applications qui marchent. Et donc, clean code, c'est très clairement pas suffisant pour arriver à ça. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup à vous. Désolé pour le retard.